Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Un Samedi Politique qui fermera la saison puisque c'est le dernier numéro avant la rentrée de septembre. Alors pour finir en beauté, on va passer au peigne fin le bilan de ces derniers mois de la Macronie. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise de la justice. Il reste encore 2 ans de mandat pour Emmanuel Macron et le bilan est déjà particulièrement lourd. Ces derniers mois n'ont fait qu'accélérer la cadence et tout porte à croire qu'un remaniement à la sauce écologiste ne suffira pas à redorer le blason de la Macronie. C'est en tout cas ce que nous allons voir avec mes 2 invités. Bonjour messieurs, pardon, on n'est pas encore le soir. Ben non, pas encore. Bonjour Alexis Poulain, vous êtes journaliste, cofondateur du Monde Moderne. Et puis également à nos côtés, Jean Messia. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes délégué national au Rassemblement national. Voilà. Alors pour commencer, messieurs, je vous propose de revenir sur la crise sanitaire. On ne va pas passer trop de temps dessus parce qu'aujourd'hui, on en a déjà beaucoup parlé. Depuis 2 semaines à peu près, la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de crise du Covid-19 entend différents intervenants. Cette semaine, c'était le moment d'Agnès Buzyn, l'ancien ministre de la Santé, qui était en place à peu près jusqu'à fin janvier et donc qui a préparé la France à la crise du Covid-19. De l'avis général, la préparation n'était pas au top. Selon vous, que peut-on attendre, Alexis Poulain, de cette commission d'enquête parlementaire ? Des grands moments de solitude, comme celui d'Agnès Buzyn, où elle a affirmé avoir tout préparé, avoir fait un job d'enfer. Évidemment, elle ne va pas dire autre chose, puisque ça sert à ça, finalement, la commission d'enquête à se dédouaner. Et malheureusement, les commissions d'enquête parlementaires dans ce pays ont très peu de pouvoir, ne vont pas très loin. On l'a vu avec l'affaire Benalla. Le Sénat avait fait un travail remarquable, mais derrière, la justice n'est toujours pas passée. Donc on peut s'attendre à la même chose, c'est-à-dire qu'on aura un beau travail de la commission d'enquête avec des vraies questions, avec des réponses souvent cafouillantes et bien tristes des gens qui se retrouvent devant, comme celle d'Agnès Buzyn par exemple. Mais derrière, il n'y aura aucun suivi judiciaire de cette affaire. Et les responsables ne seront pas coupables, comme à l'accoutumée. Et puis on ne trouvera pas d'ailleurs de responsables, puisque c'est à peu près tout ce que dit Agnès Buzyn. D'un côté, c'est l'autorité de santé, de l'autre côté, ça ne remonte pas au ministre, elle n'était pas au courant. Et puis tout ce qu'elle a fait, c'est génial. Et puis après elle, Olivier Véran, et après elle, tous les autres en cascade qui auront un bilan à défendre, un bilan exceptionnel de gestion de crise. C'est aussi votre avis, Jean Messia ? Je rejoins la plupart de ce qui vient d'être dit. Simplement, il y a quand même les déclarations d'Agnès Buzyn d'il y a 3 mois où elle avait accordé un entretien au Monde qui avait fait grand bruit, où justement elle disait qu'elle avait alerté le président, le gouvernement sur la gravité de la crise à venir, qu'elle n'a pas été entendue, etc. Et en fait, elle a été interrogée là-dessus. C'est le grand moment de solitude dont vous parlez. C'est que la seule réponse qu'elle a trouvé à dire devant la commission d'enquête parlementaire, c'est effectivement, j'ai dit ces mots, mais j'étais un peu fatigué. Et donc, en fait, ces mots sont sortis par hasard. J'avais passé une sale journée. Voilà, exactement. Et donc, par contre, si vous voulez, globalement, il faut bien distinguer plusieurs choses. Il faut distinguer les défaillances de l'État dans la gestion de la crise, notamment l'attitude des politiques dans la préparation de la crise, dans l'anticipation de la pandémie. Et puis, évidemment, le système de santé qui, bon an, mal an, a quand même tenu, a permis de faire face et auquel les Français, évidemment, lui sont redevables d'avoir protégé le pays. Parce que, en fait, dans ces moments de crise-là, ce n'est pas le politique qui a protégé le pays. C'est parce que nous avons un système de santé qui, malgré tous les coups de boutoir budgétaires, sociaux, etc., qui s'est pris dans la figure ces 20 dernières années, eh bien, on a derrière des gens qui sont dans une abnégation sacerdotale, qui ne font pas ce métier parce qu'ils gagnent de l'argent, qui ne font pas ce métier parce qu'il est particulièrement reconnu, mais qui font ce métier parce qu'ils y croient. Et donc, sans l'abnégation du personnel de santé, du personnel médical, des médecins, des infirmiers, des ambulanciers, etc., je pense que la situation aurait été bien plus grave. Maintenant, mais sans le confinement, qui est quand même une décision politique, sans doute que le système de santé aurait été beaucoup plus surchargé. Du coup, les politiques ont fait le travail, finalement, en choisissant de confiner la population. Alors, oui, c'est vrai, mais enfin, c'est exactement la même chose que quand le politique décide de capituler partiellement devant une avancée ennemie. Oui, c'est une décision politique, oui, mais c'est la décision politique du pauvre, si vous voulez. C'est la décision politique, justement, du pays qui n'avait rien vu venir, enfin, en tout cas, d'une autorité
politique qui n'avait rien vu venir, qui au moment où tous les pays du monde fermaient leurs frontières, il vous expliquait que c'était une idée géniale de faire venir 10 000 supporters d'Italie, qui était à l'époque le foyer de la pandémie. Enfin bref, il y a quand même de lourdes erreurs politiques qui ont été commises. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout avait été prévu, que tout aurait pu être prévisible, etc. Mais au moment où justement d'autres pays prenaient conscience du danger, les élites infatuées françaises étaient engoncées, enfermées dans une idéologie mondialiste, sans frontiériste, etc. Et je crains qu'à un moment où justement l'épidémie a commencé à être connue dans sa gravité, les élites ont sacrifié la santé des Français sur l'autel d'une forme d'idéologie jusqu'au boutiste du libre-échangisme et du sans-frontiérisme. Et là, je crois que non seulement la commission parlementaire, mais la justice tout court doit faire la lumière sur les fautifs, les responsables et les coupables. Alors justement, avant de vous redonner la parole, Alexis Poulain, je vous propose de regarder quelques images d'Agnès Buzyn pendant la commission d'enquête parlementaire, et puis ensuite on écoutera le docteur Jérôme Marty, qui est aussi président de l'UFML, et il revient un peu sur les propos que vous venez de tenir. La ministre, je le répète, n'a pas plus connaissance du niveau nécessaire en masque que de niveau nécessaire en comprimés d'iode, que de niveau en comprimés d'antiviraux, que d'antidotes de gaz sarin ou de gaz neurotoxiques, que de nécessité de surblouse de protection contre Ebola. Il faut bien voir, Santé publique France gère des dizaines de produits. Donc en réalité, je n'ai pas à savoir la quantité ni disponible ni nécessaire des dizaines voire centaines de produits gérés en réponse aux risques sanitaires, parce qu'ils sont extrêmement nombreux. Tout ça tient du grand guignol. Je veux dire, à un moment, il faut être un peu sérieux, quoi. D'abord, elle nous a dit effectivement qu'elle avait su dès décembre, je crois qu'elle parle du 20 décembre ou 19 décembre, c'est-à-dire avant Drosten, avant l'épidémiologiste allemand qui a permis à l'Allemagne d'avoir que 8000 morts. Donc ça, on peut difficilement le croire. Depuis le début de la crise, on a manqué de tout. On le sait maintenant. On a manqué de masques, on a manqué de solutions hydroalcooliques, on a manqué de tests, on a manqué de surblouses, on a manqué d'écrans protecteurs. Enfin, on a manqué de tout, quoi. On a envoyé des gens au combat sans les habiller, sans les protéger. On a des généraux qui n'ont pas suivi leurs troupes, qui sont restés planqués dans leur bureau et qui n'ont strictement rien fait. On a une chaîne de commandement qui est totalement carentielle. On a une ministre qui, dans ses déclarations, apparaît au courant que sa chaîne est carentielle et qui garde un petit sourire pour parler, alors même qu'elle devrait hurler. Mais c'est toute la chaîne de commandement qui est à revoir. Tant qu'on n'aura pas compris dans ce pays que toutes les strates administratives que l'on peut avoir, qu'il s'agisse de la Direction générale de la santé, de Santé publique France, des ARS, etc., etc., tout ça ne fonctionne pas. Tout ça est un millefeuille qui est moisi. Non mais je suis désolé, mais tous ces gens, il va falloir les juger. Et les juger autrement qu'avec une commission d'enquête. Je vous rappelle qu'il y a eu des morts. Je pense qu'il faut un jugement pénal, mais il ne faut pas juger une personne, il faut juger l'État dans son dysfonctionnement. Nous, c'est ce qu'on va faire. On défend des familles de médecins qui sont malheureusement décédés. On va attaquer l'État pour carence de protection, pour défaut de protection. Alors j'imagine que vous partagez ces propos, Alexis Poulain ? Oui, absolument. C'est d'une violence sans nom, en fait, cette audition d'Agnès Buzyn avec son petit sourire qui dit finalement j'en savais pas plus, un ministre c'est irresponsable, c'est pas censé savoir le nombre de produits. Imaginez, elle dit qu'elle n'est pas censée savoir le nombre de capsules d'iode nécessaires. Donc en cas d'accident nucléaire, on est déjà prévenu, on sait qu'on n'en aura pas assez. Donc c'est un aveu d'irresponsabilité. Et on accepte ça. Je trouve que les Français, on est bien trop patients, on est bien trop obéissants d'accepter ce niveau d'irresponsabilité, ce niveau d'incapacité. À quel les moment Français un ont ministre dit accepté ça ? aussi quelque chose d'absolument incroyable, ça c'est mon petit coup de gueule. On a laissé mourir une quantité de nos anciens, comme on dit aujourd'hui, dans les maisons de retraite. On les a plus ou moins interdits d'hospitalisation parce qu'on a considéré que de toute façon ils allaient mourir d'une semaine, d'un mois à l'autre. Et tout cela s'est passé dans une quiétude absolument incroyable. C'est hallucinant. Quand on abandonne les plus faibles, c'est quand même très surprenant. Ça va dans l'ordre de ce qu'on construit collectivement et pas seulement en France, à l'international. Déjà, on invisibilise la vieillesse aujourd'hui. Ces maisons, elles sont là pour ça. On ne vit plus en communauté familiale comme c'était le cas auparavant. Donc l'idée, c'est de cacher les vieux et après ça, on en fait ce qu'on en veut. Donc s'ils disparaissent, c'est de la quantité négligeable. Vous dites ça aux familles. C'est différent, non. Mais les familles, finalement, sont assez peu manifestées aussi, non ? Non, il y a beaucoup de gens qui, des amis à moi, qui pendant ce confinement ont perdu un proche, un parent et qui ont changé de vue aussi sur la politique du gouvernement et sur
sur la façon aussi dont on envisageait la politique. Je crois que ça change les choses quand on est touché directement. Et justement, compte tenu de la légèreté du discours qu'on a en façade, qui est une violence faite aux victimes et aux familles des victimes. Parce que le docteur Marty le disait, il représente, lui, les médecins généralistes, qui, eux, n'ont pas été équipés, qui n'ont pas pu s'équiper, puisque, rappelez-vous, c'était interdit d'acheter les masques en pharmacie. C'était interdit aux pharmaciens de vendre des masques. Quand le secteur privé s'est proposé... Bien sûr, mais quand le secteur privé s'est proposé d'importer avec leurs filières qu'ils avaient déjà, d'importer rapidement des masques, de mettre à disposition les stocks qu'ils avaient, l'État n'a pas répondu. Les emails sont restés sans réponse. Et vous avez Mme Buzyn qui dit qu'elle a fait un boulot formidable. Et M. Véran qui a passé son temps à mentir, qui est passé de les masques, ça ne sert à rien, à vite, les masques sont obligatoires dans les transports. Pareil sur les tests. Les tests, on allait en faire 700 000 par semaine. D'accord ? 3 semaines plus tard, M. Véran, devant les caméras, dit « Non, mais le virus circule peu, donc ça ne sert à rien de faire des tests, on va en faire beaucoup moins. » Mais qui sont ces gens ? Non, mais qui sont ces gens ? Eh bien, ce sont des gens qui nous gouvernent, soi-disant. Et on accepte leur irresponsabilité, on accepte leurs mensonges. Enfin, moi, personnellement, non. Mais visiblement, la masse, oui. Il y a quelque chose dans ce pays qui me rend dingue, c'est qu'on accepte qu'on nous mente et qu'on nous prenne pour des idiots. Et alors moi j'ai noté quelque chose là, ces derniers jours, on a vu Agnès Pannier-Runacher annoncer que les entreprises allaient devoir se doter de stocks de masques pour 10 semaines. Finalement c'est l'aveu que de toute façon, deuxième vague ou non, l'État ne fera pas mieux que pour la première. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une espèce de défaussement généralisé de l'État qui vers les citoyens, qui vers les entreprises. D'ailleurs, on l'a entendu, hein, à chaque fois qu'on a eu l'explosion de la pandémie, au bout d'un moment, c'était la faute des Français qui n'étaient pas disciplinés. Oui. C'était certainement pas la faute de l'État. C'était pas la faute de ceux qui nous gouvernent. C'était pas la faute des mensonges. Quand vous avez la porte-parole du gouvernement qui vous explique que le masque ne sert à rien, et pire, qu'il faut être diplômé de Polytechnique pour savoir porter un masque, puisque elle-même, en tant que porte-parole du gouvernement, avouait ne pas savoir mettre un masque correctement. Enfin, je pense que là où je ne vous suis pas, c'est que je pense que la majorité silencieuse sait pertinemment tout ça. En réalité, le silence, il vient de la caisse de résonance médiatique, parce que quand on parle de système, les mots ont un sens. C'est un système politico-médiatique. Je vous invite simplement à imaginer ce qu'aurait été la réaction des médias, télé, la presse, etc., si la gestion de la crise telle qu'on l'a vue depuis maintenant 8 mois avait été celle du Rassemblement national au pouvoir. Imaginez un seul instant comment les médias auraient traité l'actualité. Or là, il y a une espèce de... sont en train de faire pour Donald Trump. Exactement. Or là, il y a une espèce de complaisance absolument ahurissante. Et d'ailleurs, ce qui explique pourquoi les Français sont de plus en plus réticents vis-à-vis des médias. Quant à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'audition de Mme Buzyn devant la commission parlementaire, enfin, c'est quand même... Mme Buzyn est un médecin à l'origine. Elle est médecin. Et lorsqu'elle avait été nommée ministre de la Santé, on a précisément mis en avant ses compétences et sa carrière médicale de technicien, qu'elle ose venir dire aujourd'hui, je ne sais pas combien de capsules d'iode, qui sait alors ? Si elle, qui est médecin, qui a fait toute sa carrière dans la médecine, ne sait pas, qui est censé savoir ? Et c'est pas la responsabilité du ministre de gérer justement ce genre d'informations. Exactement. Donc moi je crois, si vous voulez, que alors on peut se demander à quoi ça sert. Cette crise est extrêmement grave et je crois, enfin, la comparaison a été faite avec 1940. Je crois qu'il y a beaucoup de ça, c'est-à-dire qu'il y a une faillite généralisée du gouvernement, une faillite généralisée des élites. Et le pays, encore une fois, est là, on n'est pas à côté, enfin on n'est pas comparable à 40, mais le système a tenu parce que le système de santé a tenu. Le système de santé s'est retrouvé au confluent de l'ensemble des incompétences, des erreurs, des mensonges du gouvernement qui est pourtant censé le piloter dans ce genre de crise. Et donc, effectivement, il va falloir, et là, on ne lâchera pas l'affaire, il faut effectivement ouvrir des procès pour savoir la responsabilité, les fautifs, parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts, et que même si on avait pu, par d'autres politiques, éviter ne serait-ce que quelques milliers, eh bien, ça vaut la peine d'ouvrir un procès pour ça.
Alors justement, on a entendu tout à l'heure, vous m'avez expliqué que finalement il ne fallait pas attendre grand-chose de la commission d'enquête parlementaire, du moins des conséquences de la commission d'enquête parlementaire. On voit qu'aujourd'hui la justice ne se porte pas de manière optimale, on allait dire. Non. De ce fait, est-ce qu'on peut attendre davantage de la justice, de la chancellerie ? Mais malheureusement, dans la Constitution, la façon dont la France envisage la justice, c'est qu'elle n'est pas forcément extrêmement indépendante du pouvoir politique, loin de là. C'est ce qu'on voit dans les auditions d'ailleurs de la commission parlementaire d'enquête sur les obstacles à l'indépendance de la justice, où on a attaqué Madame Champrenault qui aurait fait pression dans le cas de l'affaire Fillon, par exemple, pendant la campagne présidentielle. Donc on a un vrai problème sur l'indépendance de la justice. Or, on a un problème aussi sur l'organisation des contre-pouvoirs. On est aujourd'hui, avec les réformes successives de la Ve République, un quinquennat fait qu'un Parlement n'existe plus. Finalement, c'est l'exécutif qui décide de tout, et donc les contre-pouvoirs se retrouvent extrêmement affaiblis. Donc la justice reste encore un contre-pouvoir, c'est tout ce qu'il reste. Et dans le cas de la crise Covid, eh bien, vous avez eu des citoyens qui ont dit plaintecovid.fr, qui était un site pour porter plainte contre X, en disant voilà, moi j'ai été victime, je suis tombé malade, ou j'ai un proche qui est décédé, donc je veux porter plainte. En disant peut-être qu'une enquête va être ouverte, et que là, la justice pourra faire une enquête également, mais ça prendra des années. Encore une fois, on n'aura pas des gens qui sont coupables aujourd'hui, qui seront reconnus coupables comme tels. Alors il y a toujours la présomption d'innocence, vous me direz, mais là on a quand même une présomption forte d'incapacité et de nullité sur la façon dont a été gérée cette crise. Mais malheureusement, saisir la justice aujourd'hui, c'est compliqué. De là à ce qu'un procureur décide d'engager, de sortir une procédure et d'amener les responsables devant des juges, on en est loin, très loin. On en est presque d'ailleurs à espérer que ça mette un peu de temps, parce que finalement, au moins l'exécutif aura changé. C'est même pas ça. Je pense, de toute façon, ça mettra du temps, mais c'est à un moment, il faut se poser la question de la façon dont on organise les pouvoirs. Et ça, c'est une question constitutionnelle. On ne va pas y rentrer là en détail, mais vraiment, la sélection, l'école de la magistrature, la sélection des magistrats, la nomination des procureurs, la façon dont le parquet national financier se comporte, les contre-pouvoirs par rapport au pouvoir des juges. Toutes ces questions-là doivent être posées. Et puis, redonner le pouvoir de la représentation nationale au Parlement. Pour que des commissions d'enquête soient des commissions à effet, et pas simplement ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire, oui, on sort d'une affaire, la presse en parle, et puis pchit. Alors je vous propose justement d'écouter à ce sujet l'avocat Régis de Castelnau. Il nous parle de ce problème de non-indépendance de la justice. Depuis le mandat de François Hollande et d'Emmanuel Macron, ça a pris des proportions tout à fait considérables. C'est devenu un instrument quasiment systématique. Ce qui est particulier, c'est que la haute fonction publique judiciaire n'a pas d'état d'âme. Elle le fait, et ça vaut pour le parquet général avec Madame Champrenault, ça vaut pour le PNF, et ça vaut, dans certaines conditions, pour la Cour de cassation. Il y a véritablement un très gros problème aujourd'hui, puisque c'est devenu, je veux dire, quelque chose de fréquent, j'allais presque utiliser le mot, un rituel. On a eu l'information de l'enquête préliminaire contre Jean-Luc Mélenchon, j'ai vu quels étaient les motifs juridiques, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Ce qui est avancé est juridiquement absolument infondé. Simplement, ça permet de faire de l'intimidation, de faire de l'agitation, de faire de la diversion aussi, parce que sur le plan politique, la situation du président de la République, après sa défaite écrasante au municipal, n'est pas extraordinaire. Alors aux arcanes de la justice, on pourrait ajouter également l'inénarrable Nicole Belloubet qui s'est adressée à la famille Traoré, qui voulait les rencontrer alors qu'une enquête est en cours. Oui, ça fait partie de la politique et de l'idéologie de Madame Belloubet, du gouvernement, ou du progressisme de manière générale. Je pense qu'elle elle reçoit Assa Traoré pour en parler, mais elle ne recevra jamais aucune victime du terrorisme islamiste, par exemple, ou des gens qui ont été poignardés, dont on ignore d'ailleurs les visages, puisque personne n'en parle. Lorsqu'il y a des violences policières, immédiatement toute la presse vous affiche les victimes, qu'il s'agisse d'Adama Traoré ou d'autres ou des autres personnes, tout le monde connaît les noms. Par contre, les centaines de victimes anonymes du terrorisme, de l'immigration, etc., personne n'en parle jamais, on ne connaît pas leur visage, c'est inconnu, personne ne les reçoit, personne ne va rendre visite aux familles, personne ne reçoit les familles. Donc voilà, c'est un pouvoir que je qualifie depuis très longtemps de pouvoir antinational, c'est-à-dire que tout ce qui ressemble de près ou de loin à la France, il n'est persona non grata en quelque sorte auprès du gouvernement. Quant à l'indépendance de la justice,
la justice en France n'a jamais été indépendante. Enfin, parler de fin de l'indépendance de la justice, c'est pas vrai, parce qu'en fait, on sait très bien que le parquet, par exemple, que pas seulement national financier, le parquet tout court, est aux ordres du ministre de la Justice. Sa chaîne de commandement remonte au ministère de la Justice. D'ailleurs, l'Europe, que j'aime pas beaucoup, mais qui sur ce coup a raison, épingle régulièrement la France justement pour la non-indépendance des magistrats du parquet. Et la deuxième dépendance, ou en tout cas non-indépendance de la justice, c'est idéologique, puisqu'on sait très bien qu'il y a une partie des juges, pas tous, mais une partie non négligeable des juges, qui sont politisés, qui appartiennent au syndicat de la magistrature, dont on sait qu'il est de gauche, et on le voit d'ailleurs dans certaines affaires. Et qui est d'ailleurs pas très représentatif. Pas très représentatif, mais en tout cas les dégâts qu'il commet au sein de la justice et pour les justiciables, eux, sont bien visibles. Quand vous avez des gens qui sont victimes de viols de la part ou de crimes de la part de délinquants ou de criminels étrangers, et que sous prétexte qu'ils sont étrangers, le juge considère que les coupables sont en réalité des victimes de discrimination, d'inégalité sociale, etc., et qu'on les libère, voilà. Enfin, je pense qu'il y a, si vous voulez, une double dépendance de la justice, d'abord à l'égard du pouvoir, et ensuite, de manière évidemment pas identique, mais à l'égard d'une certaine idéologie, qui est une idéologie laxiste, qui a bien été représentée par Madame Taubira, qui en a fait un peu la pierre angulaire de la justice en France, une espèce de laxisme généralisé, et qui est poursuivi dans son œuvre funeste par Madame Belloubet. Qui a quand même maintenu son action pendant la crise du Covid, puisqu'elle a libéré une dizaine de milliers de prisonniers. Alors j'ai juste une question par rapport à ça. Est-ce que maintenant que la crise est finie, les dizaines de prisonniers ont regagné leurs cellules ? Non, puisqu'on se félicite justement d'avoir lutté contre la surpopulation carcérale. Voilà. Alors, je suis pas d'accord sur la reconnaissance des victimes quand même. On peut pas dire ça. François Hollande avait reçu les familles, il y a eu des célébrations. Enfin, quand il y avait eu les attentats du Bataclan, les victimes ont été prises en compte et les familles aussi. C'est là qu'on avait créé d'ailleurs le fonds d'aide aux victimes. Il y a beaucoup de choses. Excusez du peu, il y avait eu 130 victimes. Donc c'est pour ça. Mais moi, je vous parle du terrorisme low cost, parce que depuis, il y a quand même eu un certain nombre d'attentats. Il y a eu beaucoup d'attaques au couteau. Là, les responsables politiques, et Castaner a dit qu'il était prêt à mettre une jambe par terre pour Black Lives Matter et George Floyd aux États-Unis. Je ne l'ai pas vu mettre un genou par terre, ni lui ni son prédécesseur, au moment où les policiers de Magnanville ont été assassinés par un terroriste islamiste. Voilà. Quand est-ce que les familles de ces policiers ont été reçues ? Quel hommage la nation et le président de la République leur a-t-il rendu ? Est-ce qu'il s'est rendu en mettant un genou par terre pour des gens qui sont morts pour la France ? Pas du tout. On préfère mettre un genou par terre pour des malfrats. Voilà. C'est pour ça que j'appelle ça un pouvoir antinational. Tout en nuance. Ouais, voilà. C'est Jean. mais je suis plus nuancé, beaucoup plus nuancé là-dessus. En revanche, sur les moyens de la justice et sur le laxisme organisé, il faut voir la façon dont on traite la chaîne, en fait. Problème de surpopulation carcérale, c'est un fait. Nos prisons sont vétustes, elles sont suroccupées et on n'en construit pas plus. Et malheureusement, on ne réfléchit pas... d'ailleurs, soit dit en passant, de ne pas vouloir en construire plus. Oui, mais derrière cette idéologie, il y a aussi l'idée de dire, mais qu'est-ce qu'on fait de la prison, en fait ? Parce que la prison ne punit pas. La prison, elle organise le trafic par d'autres façons. Elle permet d'avoir un badge, je suis allé en prison, je ressors, donc un badge caïd, on passe au niveau supérieur, parce qu'on sait qu'on va sortir. Et que derrière, il n'y a pas un parcours de réinsertion ou de formation, ou même simplement de faire des peines autrement, sur l'intérêt général, sur attaquer là où ça fait mal, sur le portefeuille. Enfin, s'attaquer aux mafias, c'est simple. Il faut s'attaquer à l'argent. Où est l'argent ? Que fait l'argent ? Où est-ce qu'il passe ? Une des fonctions de la prison, c'est aussi de mettre hors d'état de nuire des gens qui peuvent nuire à la société. Bien sûr. Or, c'est pas du tout hors d'état de nuire. C'est que vous mettez pendant un temps des gens... Sur la société, si, quand même un peu. Je ne pense pas, parce que maintenant, il y a des téléphones portables qui circulent en prison, vous avez des réseaux qui s'organisent, le crime organisé s'organise très bien, on peut de sa cellule gérer tout un trafic comme on le faisait de l'autre côté. Ça permet parfois aussi de se mettre à l'abri de gangs rivaux. Enfin, il faut voir comment la prison est gérée aussi, parce que on s'est rendu compte longtemps après que c'était là, finalement, qu'on fabriquait le plus de djihadistes. En prison, tout simplement, parce que des petits malfaiteurs, des malfrats, des petits délinquants, au contact de grands terroristes, eh bien, finalement, se disaient, tiens, et si j'avais un avenir dans ce business-là, parce que c'est un business. Derrière, vous avez des filiales de vente d'armes, enfin voilà, c'est incroyable, et c'est des trafics encore derrière qui permettent au djihad d'exister tel qu'il est aujourd'hui. On ne fait rien pour attaquer à la source, y compris dans les fameux quartiers qui sont, soi-disant, en dehors de la République. Enfin, l'épisode tchétchène à Dijon, et j'en parle parce que Dijon, c'est ma ville, je suis né
là-bas. C'est quand même un truc On dirait incroyable. Jean-François Copé. Non, mais c'est... C'est la ville dont je suis. Ouais, c'est pas mot, mais c'est Dijon, c'est mon petit mot à moi. Voilà. C'est incroyable. Vous avez des Tchétchènes, et ça c'est des gangs, c'est des mafias encore qui s'organisent pour faire finalement une expédition punitive contre le gang local du quartier des Grésilles, quartier donc, où on fait à peu près ce qu'on veut comme trafic. Des jeunes qui derrière sortent les kalachnikovs, toutes les armes qu'ils ont dans les caves pour dire venez les Tchétchènes, on est prêts. Le maire de Dijon, François Rebsamen, qui dit à la télé, vous savez, faut pas croire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu d'armes moi. Derrière, vous avez le raid qui est envoyé pour calmer tout le monde. 4 jours après, ne vous entêtez pas, on va se calmer. Vous avez des perquisitions qui sont faites. On retrouve quoi? 3 carambars, des ballons à eau et des pistolets à eau. Rien, on ne retrouve rien. Quasiment rien. Non, mais Au bout voilà. de 4 jours, c'est sûr que... Ouais, non, mais... Vous oubliez l'imam. Et l'accord de paix s'est fait à la mosquée avec l'imam, effectivement, entre la communauté tchétchène et la communauté maghrébine, en disant c'est l'imam qui décide de dire arrêtez de vous battre. C'est partie des valeurs de la République maintenant, ça. Donc c'est simplement incroyable ce qui se passe. Et la justice, elle était absente, puisqu'il y a eu 4 personnes arrêtées, 10 Mais personnes M. Poulain, arrêtées. tout est absent. Qu'est-ce qui fonctionne dans ce pays? Tout est absent. La France, aujourd'hui, sous Macron, n'a pas de politique de sécurité. Vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. On peut faire tous les trafics qu'on veut, dans tous les quartiers qu'on veut. De toute façon, il y a la volonté de maintenir une paix sociale, le progressisme... Enfin, la paix sociale à Dijon, visiblement, c'était plutôt raté, là. Bah oui, mais parce que là, non mais attendez, là ça partait d'un fait divers. C'est parce qu'en fait un jeune avait été tabassé par la communauté tchétchène et donc il y a eu un jeune tchétchène, Oui, voilà, et donc il y a eu une espèce de vendetta, mais ça part d'un fait divers. Oui. Sinon, indépendamment de ce fait divers, vous savez, cette économie souterraine, elle irrigue les revenus de familles entières. C'est-à-dire que si vous retirez cette économie souterraine dans un contexte où vous avez une croissance anémique, où vous avez un chômage de masse, eh bien en fait ces familles-là vont pas vivre. Donc en fait voilà le raisonnement du progressisme au pouvoir. C'est de dire on ne touche à rien parce que de toute façon au moins cette économie souterraine permet d'irriguer financièrement des familles, alors parfois dans des proportions délirantes, c'est-à-dire des Maserati, des Porsche, etc., qui sont le fruit du trafic, et on en voit, mais ça c'est la face émergée de l'iceberg. En réalité, en dessous, vous avez le petit guetteur qu'on va payer 100 ou 200 euros par jour, qui va pouvoir acheter un nouveau frigo à ses parents, le remplir. Voilà, c'est ça les nouveaux écosystèmes mafieux dans les cités. C'est pour ça qu'il n'y a pas de politique de sécurité ferme visant à casser ça, parce que justement, quand on vous dit si on touche, ça va être l'explosion. Ça va pas être l'explosion parce qu'ils sont plus forts, ça va être l'explosion parce que rien n'est plus dangereux que des gens qui n'ont plus rien à perdre. Si vous enlevez ce revenu-là... C'est pire que ça. Cette économie parallèle du trafic, de la drogue, de la prostitution, de tous les réseaux, elle est comptabilisée dans le PIB. À tel point. Ouais, à la louche, mais pour dire à tel point on a abandonné même l'idée de lutter contre les mafias. Oui, tout à fait. Et c'est pas seulement en France. Et la politique carcérale, c'est encore pire. C'est-à-dire que la politique carcérale, depuis tous les règlements qui ont été pris par l'Union européenne dans les années 2007, 2008, 2009, ça a transformé la prison en une sorte de camp de vacances. C'est-à-dire que, par exemple, il est interdit de fouiller les visiteurs qui viennent rendre visite aux prisons dans les villages familiaux, là, au corps. Les prisonniers peuvent faire. Alors, les matons ont demandé des portiques ou des appareils de détection de métaux. On a dit pas de budget. Par contre, on a déboursé 800 millions d'euros pour mettre des terrains en synthétique pour que les prisonniers puissent jouer au foot. Voilà un exemple. Donc la politique carcérale, c'est du pipi de chat. La politique de sécurité, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et donc en fait, la prison, et là je vous rejoins tout à fait, ça devient un continuum du milieu criminel duquel on a pensé extraire le criminel pour le punir. Mais en fait, la prison est une poursuite de ses activités criminelles par d'autres moyens. Alors on va peut-être revenir sur la question de la famille Traoré, enfin plus exactement du collectif Justice pour Adama. On a vu, comme vous l'avez dit, Jean Messia, tout à l'heure, que Christophe Castaner avait accepté sur le principe de mettre un genou à terre en hommage aux victimes des violences policières. C'est quand même le ministre de l'Intérieur qui est censé commander aux forces de police. Quel message on peut saisir de tels actes et de telles déclarations? Vous avez remarqué que ça ne se passe pas très bien entre ces troupes et le ministre en ce moment. Justement, je crois qu'il y a un moment où Christophe Castaner ne fait plus illusion.
C'est d'ailleurs un ministre qui a rarement été respecté par les policiers, qui savent très bien que derrière, bon, heureusement, il y a des gens pour gérer. Vous avez Monsieur Nunes qui est très peu présent. Lui, il a choisi de se retirer du champ médiatique pour éviter quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, les syndicats de police sont extrêmement fâchés parce qu'ils sont lâchés par tout le monde. Parce que vous avez effectivement un ministre qui ne sait plus quoi faire pour sauver sa tête, d'une certaine façon. Donc, il va falloir aller d'un côté et puis de l'autre. Et puis, le cas Traoré est emblématique parce que c'est médiatique. Donc là, on doit faire quelque chose. Donc on appelle Belloubet pour qu'elle reçoive... la famille Traoré, d'ailleurs, a refusé. Je ne rentre pas là-dedans, parce que c'est uniquement de la com. Mais heureusement, parce que... Vous vous rendez compte, heureusement. Non seulement c'est une famille de criminels, déjà c'est un scandale que la ministre de la Justice les reçoive, au nom de quoi? Au nom de la com, simplement. Et en plus, ils refusent, mais c'est pas nouveau. Théo, quand Hollande avait été rendre visite à Théo, c'était tout aussi scandaleux. Il y a eu Léonarda, il y a eu voilà, c'est ça. François Hollande, c'est un habitué, coutumier du fait. Mais là, on a vraiment un malaise profond au sein du ministère de l'Intérieur. À la fois le fait que les policiers sont rincés, je pense qu'ils sont fatigués de la façon dont ce quinquennat se déroule, qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent, évidemment, que derrière, on en fait les ennemis des populations, parce que oui, il y a eu des violences policières, parce que oui, il y a eu des problèmes, mais ça, il suffit de les gérer de manière très simple, en condamnant, en disant simplement oui, la police, ce n'est pas ça. Individuellement, bien et sûr. Individuellement, et en arrêtant de couvrir ceux qui n'ont pas leur place au sein de la police nationale. Quand vous avez ces boucles privées, WhatsApp, Facebook, etc., où des policiers ou sont ouvertement racistes, ou font vraiment de la sédition, pour le coup, parlent de guerre civile, ceux-là n'ont pas la place dans la police nationale. C'est des fonctionnaires qui sont là au service des citoyens, qui sont là pour assurer la paix civile. Donc on doit diligenter des enquêtes et éviter ça. Or, vous avez un ministre qui est totalement dépassé par tout ce qu'il se passe, et qui, au moment où il faudrait soutenir les policiers, eh bien, va faire tout l'inverse, et par souci de communication et d'image personnelle, va mettre la République derrière et lui se mettre en avant parce que c'est là qu'il va peut-être avoir des voix là où il n'en a plus. Enfin, ça suffit, quoi. Alors moi, si vous permettez, Élise, pour moi, si vous voulez, la question des violences policières est une question qui revêt plusieurs aspects. Les violences policières découlent d'ordre. Il faut rappeler quand même que la police n'est qu'un instrument, n'est qu'un outil permettant d'exécuter une politique sécuritaire. Les donneurs d'ordre, ce sont les politiques, c'est le gouvernement. Donc c'est pour ça, voilà, c'est ça qui explique, la première chose, c'est ça qui explique que lorsque, par exemple, vous avez des manifestations de gilets jaunes, vous avez le gouvernement qui dit « tapez, cognez, sans ménagement ». Donc là, les flics, ils n'y vont pas de main morte, ils exécutent ce qu'on leur dit, avec évidemment ce qu'on a vu, c'est-à-dire des gens éborgnés, blessés, etc. Vous avez les mêmes flics envoyés dans certains quartiers, dans des cités, pendant le confinement, ils se font tirer dessus au mortier, ils se font balancer dessus des pavés, quand ils ne se font pas tirer dessus à la chevrotine et au 9 mm, et on leur dit dans les comment dirais-je, dans les talkie-walkie, attention, ne dérapez pas, faites preuve de mesure, ne répondez pas, parce que sinon ça va s'enflammer. Donc du coup, on voit des flics, l'arme au pied, qui ne font rien. Qui ne font rien, voilà. Donc il faut bien rappeler que les violences policières, c'est pas à proprement parler les policiers eux-mêmes qui en sont responsables. Ça découle des ordres qu'ils reçoivent. Après, ça, c'est la première chose. Et juste de terminer, la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre les techniques de maintien de l'ordre avec, par exemple, la technique de la NAS, etc. Ça, c'est propre aux manifestations. Et ensuite, les techniques pour maîtriser un individu agressif. Ça, ce sont des techniques individuelles de maintien de l'ordre. Ce n'est pas du tout la même chose. Une chose est de maintenir une manif, de faire en sorte que ça ne dérape pas, d'écarter les indésirables, black blocs, etc. Et autre chose est d'être... pas tout à fait au point, visiblement. Et autre chose, c'est d'être pour une patrouille, d'être face à un individu très agressif qui les insulte, qui leur crache dessus quand il ne leur met pas des poings dans la gueule et qui doivent le maîtriser. Alors on nous dit, oui, mais la clé d'étranglement... Mais excusez-moi, mais la clé d'étranglement, elle arrive après toute une sédition derrière. La meilleure manière de ne pas tester la clé d'étranglement, c'est d'obtempérer aux flics.
Ah ben ça c'est sûr, mais Voilà. regardez le cas Cédric Chouviat. Exactement. Il n'y avait pas de violence. À un moment, ça a dérapé aussi parce qu'il était dans la démonstration. Il n'a pas frappé, il n'a pas. L'affaire filmait Cédric en disant Chouviat, ne touchez pas, mais. L'affaire Cédric Chouviat, c'est effectivement quelqu'un qui d'abord s'est rebellé, a refusé de s'arrêter. Oui. Il a fait des bras d'honneur aux flics. Sa propre femme dit que c'est un individu qui a le sang chaud, qui est très agressif, etc. Mais attendez, mais dans toutes les démocraties modernes, je ne parle même pas du reste du monde, lorsqu'un flic vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez. Lorsqu'un flic vous demande vos papiers, vous montrez vos papiers. Si vous commencez à faire le malin et à dire « je vous emmerde, je vous donne rien, je vous fais un bras d'honneur et j'essaye de tracer avec ma moto et puis si vous êtes brave, vous me rattrapez », vous mettez le doigt dans un engrenage. Est-ce que c'est pas un peu caricatural ce que vous êtes en train d'expliquer? Non, c'est ce qui se passe tous les jours. J'en parle avec des policiers tous les jours. Il peut pas y arriver. Enfin, les bavures policières, ça peut arriver. Bien sûr. Mais attendez, les bavures policières, ça peut arriver. C'est déjà arrivé, je vous rappelle, au tournant des années 80, avec ce flic qui avait lâché une rafale de mitraillette dans la tête d'un jeune de l'immigration, justement. Laraoui, je crois qu'il s'appelait. C'est une affaire qui était très célèbre, qui a chamboulé, qui a d'ailleurs été à l'origine de la marche des beurs quelques années plus tard. Donc moi, je ne nie pas ça. Mais tout n'est pas bavure policière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est très ensauvagée, qui est très agressive, et ceux qui sont en première ligne pour gérer cet ensauvagement, ce sont les policiers. Donc ils ont à gérer des individus qui n'obtempèrent pas, ils ont à gérer des manifestants qui sont très violents. Et donc à partir du moment où le cycle de la violence est enclenché par l'extérieur, le policier, lui, il est là pour essayer de le gérer. Alors parfois, évidemment, ça donne des choses tragiques, mais il n'y a pas de volonté systématique de la police de tuer ou de blesser. Voilà. C'est pour ça que j'appelle Macron le président de la violence, parce que lui utilise la police à des fins violentes. Exactement. Pour tenir son pouvoir. Et c'est bien tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, le politique a fait de la police un bras armé, en fait, d'un pouvoir extrêmement faible. Or, la force n'a jamais contraint à l'obéissance ou à ce qui fait le pouvoir, qui est l'acceptation partagée. Enfin, et on est en démocratie. Donc là, on a des pratiques qui sont indignes de la République. Ce qui est très inquiétant, si vous voulez, je termine là-dessus, c'est que, sous prétexte de violence policière, parce que c'est ça aussi qui me gêne dans ce concept, on est en train d'interdire aux policiers de faire leur boulot. Parce que du coup, en fait, les policiers se disent, bon, si j'interviens, ça va déraper, si ça dérape, je vais m'en prendre plein la figure. Donc du coup, je fais rien. Et donc, on est en train d'enlever ce que Weber appelait le monopole de la violence légitime de l'État. Or, quand ça arrive... C'est pas surprenant puisqu'elle est de moins en moins légitime. Exactement, oui, mais le problème c'est que si on retire le monopole de la violence légitime par l'État, vous créez des concurrences d'autres violences. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que dans un pays, si vous voulez, où la police n'a plus le droit de faire son travail, parce qu'on la traite de la manière dont on la traite aujourd'hui, et que d'un autre côté, comme on n'est pas aux États-Unis, on interdit à juste titre aux citoyens de s'armer, les seuls à faire la police en étant armés sont les hors-la-loi. C'est la France de Macron. Alors on va avancer un peu, messieurs, après ce beau palmarès entre la crise sanitaire, la crise politique, la crise de la justice. On va peut-être revenir à la politique politicienne. On va dire ce feuilleton est arrivé à son point d'orgue avec les municipales de dimanche dernier. Évidemment, le mouvement de la République en marche n'a pas vraiment réussi à tirer les marrons du feu. On a vu une forme de vague verte qui a été très largement amplifiée par les médias, mais qui existe néanmoins. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie ? Pour moi, c'est simplement la fin de la parenthèse en marche. C'est un parti qui montre qu'il ne peut pas s'ancrer. On a un président hors sol, Emmanuel Macron, qui sort de nulle part, qui est financé par une oligarchie qui le met au pouvoir parce qu'il représente là l'intérêt des lobbies financiers, qui fait illusion avec ce nouveau parti en disant « je vous propose un nouveau monde avec une démocratie horizontale, ça s'appelle la République en marche, c'est mes initiales, vous allez voir, c'est super », qui récupère des gens qui sont des ambitieux, qui sont des gens parfois qui y croient, qui vont dire « ah oui, tiens, essayons la société civile, après tout, les politiciens sont tous corrompus, etc. » Et puis des traîtres. Donc voilà à peu près le parti tel qu'il est. Qu'est-ce que vous faites avec ça ? Vous faites pchit. Donc à un moment, les ambitieux sont trop ambitieux, vont se manger entre eux. Les traîtres vous trahissent. Et puis ceux qui y ont cru n'y croient plus parce qu'ils ont bien vu que ça servait uniquement à faire élire Emmanuel Macron. Et ce parti aujourd'hui n'existe pas.
Vous avez des députés, certes, élus à l'Assemblée nationale, qui commencent d'ailleurs à faire croire qu'ils sont dans l'opposition. Enfin, ils essayent de partir d'En Marche parce qu'ils voient que c'est une étiquette qui, déjà, c'est totalement dévalorisée, n'existe plus. Même, on ne peut plus être réélu avec cette étiquette, en réalité. Donc, il faut inventer une nouvelle étiquette. C'est les nouveaux groupes qui ont été créés récemment par Aurélien Taché et d'autres, qui sont simplement de la redécoration politique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron va se peindre en vert pour dire « Regardez, je suis écolo, c'est super, on va faire un espèce de 2 années écologie, parce que l'écologie, ça met tout le monde d'accord à peu près, mais la réalité, c'est que ce parti en France n'a aucun ancrage local, donc ne peut pas représenter quoi que ce soit. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait continuer ou faire croire que cette illusion peut continuer ou même conduire à une candidature en 2022. Alors certes, il aura les signatures, parce qu'il y aura toujours des maires qui sont capables de donner 500 signatures pour qu'Emmanuel Macron se représente, mais regardez l'importance de l'imposture. C'est-à-dire que tous les autres partis, vous dites ce que vous voulez, mais ils ont des élus locaux, il y a des personnes à l'Assemblée, vous avez des gens qui sont au sein des instances régionales, départementales. En Marche n'existe pas. De ce point de vue-là, le seul parti qui continue à exister, c'est le Rassemblement national. C'est le seul dernier parti, vrai parti, comme on les a connus, qui a des fédérations. On ne peut pas dire que ce scrutin était très polarisé pour autant, parce que le Rassemblement national, on a vu évidemment, a gagné la ville de Perpignan, ce qui est loin d'être négligeable. Néanmoins, les résultats ne sont pas non plus, c'est pas la vague bleu marine. C'est parce qu'en fait, il y a eu énormément d'abstention, et quand on regarde dans l'abstention, c'est surtout les catégories populaires qui se sont abstenues. Or, effectivement, notre électorat est principalement un électorat populaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 fois plus d'habitants qui sont administrés par des villes Rassemblement national qu'il y en avait en 2014, si on prend en nombre d'habitants. C'est des villes plus grandes. Voilà, c'est des villes plus grandes. Mais même sans compter l'effet Perpignan, il y a quand même plus de gens qui sont dans des villes appartenant au Rassemblement, enfin dirigées par le Rassemblement national. Effectivement, moi je rejoins tout à fait votre analyse sur le macronisme. Je le dis depuis longtemps. En fait, le macronisme avait réussi cette gageure, bien de regrouper tous les rentiers, toutes les rentes qui ont gouverné la France pendant ces 40 dernières années, de les ripolliner avec une façade avenante pour dire c'est le nouveau monde. En réalité, c'était une façade qui était neuve, mais qui derrière, dans l'arrière-boutique, il y avait tout le recyclage finalement, à la fois de la droite, de la gauche, etc. Donc effectivement, là, comment dirais-je, l'escroquerie ou l'esbrouf est en train d'éclater au grand jour. Ils n'ont pas réussi à être élus, pas même dans la capitale, puisque je vous rappelle, revenons un petit peu avec nos mémoires, il y a encore 8 mois, personne s'imaginait que Macron ne pouvait pas avoir Paris. C'était une ville gagnée d'avance. Paris avait donné, je ne sais plus, 70%, 80% à Macron au 2e tour de la présidentielle. Donc c'est un électorat macroniste pur jus. Aucun même pas au Conseil de Paris. Voyez. Et alors sur le vote vert, moi je récuse catégoriquement le terme de vague verte. Pourquoi ? D'abord parce que les verts ne gagnent pas tout seuls. Ils gagnent quand même dans le cadre, dans l'écrasante majorité. C'est eux qui arrivent au pouvoir tout seul. Il n'y a pas d'alliance partout. Mais quasiment partout, en tout cas dans les grandes villes, c'est que des alliances avec la gauche et l'extrême gauche. Ça concerne effectivement les grandes agglomérations, très peu de petites villes ou pas du tout. La France périphérique, par exemple, est totalement à l'écart de ça. Et moi, mon analyse, si vous voulez, c'est que le vote écologiste et le vote macroniste est peu ou prou le même. C'est une sorte d'électorat flottant par un jeu de vase communicant qui va se donner à Macron en 2017 parce que c'est la nouveauté, c'est très beau, etc. En fait, le dégonflement de Macron aux élections municipales, exactement, a fait lever les Verts, qui sont peu ou prou les mêmes électeurs bobos, gauchos des centres-villes. Voilà, c'est l'électorat macroniste qui s'est redonné aux Verts parce qu'il est déçu de Macron et parce qu'évidemment, il ne peut pas aller vers le Rassemblement national ou vers la droite. Qui a fait un peu de greenwashing comme Macron, finalement. Non, c'est-à-dire que c'est ça, c'est un électorat citadin, urbain, peu politisé, qui décide finalement d'aller vers le candidat le plus consensuel. On va dire, là, on est sûr que ça ne va pas trop bouger les choses. Et puis, il présente bien tout ce qui est bien emballé. Mais c'est l'écologie des villes, ça, c'est pas l'écologie des champs. C'est quelque chose qui n'est pas de l'écologie réelle. C'est-à-dire, c'est l'écologie hors sol, comme le président hors sol. Donc, ça lui va très bien. Et c'est l'assurance, en fait, de préparer aujourd'hui quelle va être la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est de ramener ces gens-là à sa candidature pour 2022 et de dire, je ne vous ai pas oublié. C'est là qu'arrive le remaniement, justement. Et c'est là qu'arrive le remaniement. Et donc, vous allez voir un paquet de LV, je pense, qui vont venir, possiblement, peut-être Pascal Canfin et d'autres, qui souhaitent être au gouvernement, qui vont... Mais ils ont intérêt à participer à ce gouvernement. Mais ces gens-là, déconfit, ce qu'ils aiment, c'est le pouvoir.
pas plus l'écologie ou l'intérêt ou des communs ou la chose publique. Il vaut mieux aimer la beauté du Titanic au moment où il quitte le port. Enfin, au moment où il est à 800 mètres de l'iceberg, c'est un peu con. Alors c'est peut-être du courage. C'est peut-être du courage politique finalement de rejoindre Macron aujourd'hui. Et alors justement, Jean Messia, sur ce remaniement, Édouard Philippe, il faut le garder, il faut qu'il parte, il va partir, qu'en pensez-vous ? Moi je crois que le macronisme aujourd'hui se réduit à Édouard Philippe. C'est-à-dire que si Édouard Philippe part de son poste quitte son poste de Premier ministre, il sera remplacé par qui ? Parce que moi, je me souviens, c'est ça qui est incroyable. Nicolas Hulot expliquait sur France Info qu'un écologiste en Premier ministre pour finir le quinquennat, ce serait extraordinaire. Alors la meilleure manière de tuer les chances des écologistes à la présidentielle, c'est effectivement que Jadot accepte d'être Premier ministre. Mais je ne crois pas qu'il fera cette bêtise. Donc moi je crois que le macronisme, vous savez, on nous avait beaucoup reproché pendant la présidentielle. Moi je me souviens quand je me retrouvais sur les plateaux télé, on disait oui mais si Marine Le Pen elle gagne, vous allez gouverner avec qui ? Et je m'étonnais à l'époque que les médias ne posaient pas cette question-là aux macronistes qui étaient encore pire, dans une situation encore pire que la nôtre. Parce qu'ils avaient encore le Parti Socialiste derrière. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, il y a Macron, il y a Édouard Philippe, il y a peut-être Darmanin, enfin 2 ou 3 autres personnes. Ils sont visiblement pas toujours d'accord en plus. Et tout le reste, on ne les connaît pas. Les Français... Vous oubliez quand même des grandes figures. Il vaut mieux ne pas les avoir parce qu'ils sont connus, ils sont défavorablement connus des services. Gilles Legendre. Pardon ? Gilles Legendre. Mais non, mais ça c'est qui Gilles Legendre ? Non, mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est le problème d'incarnation du macronisme. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé d'une assemblée nationale que les gens ne connaissent pas, etc. Mais le problème, c'est que le pouvoir exécutif non plus, les Français ne le connaissent pas. Ils connaissent Édouard Philippe, ils connaissent Darmanin, ils connaissent peut-être un peu Le Drian. Bruno Le Maire. Mais qui connaît le ministre du Travail ? Qui connaît le ministre des Affaires sociales ? Qui connaît, vous voyez ? Donc, il y a un vrai découplage entre la Macronie, qu'elle soit le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif. Les Français n'y adhèrent pas, les Français ne les connaissent pas. Et le macronisme manque de ressources. D'ailleurs, là, ça fait des mois qu'il aurait dû virer Castaner. Pourquoi vous croyez qu'il ne le vire pas ? Parce que qui y met à la place ? Qui met-il à la place ? Voilà. C'est même pas que le macronisme manque de ressources. Je pense que le macronisme n'existe pas en tant que tel. C'était un produit marketing, c'était la manière de faire un hold-up, ce qu'il disait d'ailleurs, de cette présidentielle. Ça a été fait, mais penser l'après n'a pas été fait. Et puis on voit bien qu'il n'y a pas effectivement de staff ou d'organisation derrière. Y compris, le parti n'existe pas, ne veut pas exister. C'est-à-dire que là où ils auraient dû construire un parti, faire quelque chose, tous les gens qui étaient volontaires, ont voulu faire quelque chose, sont partis parce qu'ils ont bien vu que c'était une coquille vide. Et on se retrouve aujourd'hui à la fin de cette 5e République aussi, où le système de cours ne fonctionne plus. Quand on n'a pas de parti, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la cour d'Emmanuel Macron, là, il est en train de faire ses consultations pour un remaniement, mais où on est, en fait ? C'est le roi soleil éteint qui est en train d'essayer de choisir des gens parce qu'ils ont été gentils, parce qu'ils étaient là au début, mais la compétence n'a rien à faire dans l'affaire, simplement parce qu'il va falloir faire un peu de com pour repeindre en vert et dire « Regardez, je suis écolo pour les 2 ans qui restent ». C'est quoi ça ? C'est pas la République ? Et alors le remaniement pour refaire une virginité à Emmanuel Macron, visiblement, vous n'êtes pas convaincu ? Non, parce qu'encore une fois, pour faire un remaniement, il faut des troupes. Les troupes, même des gens qui sont prêts à tenir le manche. Aujourd'hui, déjà, passez-moi l'expression, le manche n'est pas tenu. En tout cas, pas au ministère de l'Intérieur, il n'y a personne. Voilà, enfin, il y a quand même de vrais problèmes, de vraies lacunes. La gestion de la crise par Buzyn qui est parti, puis par Véran, etc. On en a parlé tout à l'heure. On a vu quand même que c'était pas optimal. Donc moi, je crois pas à ça. Quant à l'idée que se fait Macron, qui va juste pouvoir tenir jusqu'en 2022 en espérant que ça sera Marine Le Pen qui sera en face de lui et que du coup, il pourra être réélu comme ça facilement. Moi, je n'y crois pas du tout. D'abord parce que l'histoire ne repasse pas les plats, parce que je pense que le Rassemblement national, qui est un parti qui a quand même beaucoup progressé ces 30 ou 40 dernières années, enfin, en 2017, c'était la première fois qu'on arrivait au 2e tour d'une élection présidentielle dans ces conditions. Et donc effectivement, on apprend de ses erreurs. Vous voyez que Marine depuis a repris le dessus, elle est donnée à 45% dans un récent sondage. Et puis il y a évidemment la situation... 45 au 2e tour. Hein. Au 2e tour, oui. Et elle arrive en tête au 1er tour, devant Macron. Donc si vous voulez, et puis il y a la situation catastrophique qui va devenir cataclysmique
sur le plan économique, sur le plan social. Il y a une espèce de pente dans laquelle s'est engagée la France depuis qu'Emmanuel Macron a pris le pouvoir, qui avait démarré déjà par la crise des Gilets jaunes, une première crise sociale, puis ensuite une crise sanitaire, il n'y peut rien, mais enfin il est quand même là pour la gérer, et la crise sanitaire débouche en crise économique. Donc tout ça, nul ne sait dans quel état de la société française et l'économie française sera en 2022, et je pense qu'en 2022, les Français vont comprendre, et là je vous rejoins l'analyse que vous aviez fait tout au début, enfin hors antenne, et les Français vont comprendre qu'au bout d'un moment, entre blanc bonnet et bonnet blanc, ils vont choisir la personne qui effectivement a dit la même chose sur le très long terme et dont le diagnostic s'est vérifié dans à peu près tous les domaines, à commencer par le domaine identitaire, le domaine migratoire et même le domaine économique en matière de désindustrialisation, etc. Les Français en ont marre, si vous voulez, de ces hommes de paille qui se succèdent au pouvoir, de ces CD vacantistes qui sont au pouvoir depuis maintenant une cinquantaine d'années en France, et ils vont pouvoir enfin avoir l'occasion de choisir une vraie présidente de la République qui va prendre le taureau par les cornes et qui va enfin sortir la France de l'ornière. Hein. Eh ben, c'était la conclusion de Jean Messia. Alexis Poulain. Pour 2022 ? Ouais. Ouais. Alors, je ne sais pas si ce sera aussi simple. Parce que la campagne va être extrêmement violente, je pense. Extrêmement sale sur la façon dont vont être gérées les thématiques aussi de campagne. Clairement, c'est les sujets en fait de cette campagne. Qu'est-ce qu'ils vont être ? La crise économique qui est devant nous, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron va la gérer correctement. Où il aura extrêmement de mal, il pourra toujours se défausser sur le coronavirus, sur le confinement, sur les erreurs qui ont été faites, mais le fait est que l'endettement va s'emballer, que le chômage va s'emballer également, et qu'on n'aura pas de solution à court terme ou à moyen terme pour inverser la courbe pour 2022. La question de la souveraineté, la réelle souveraineté, à savoir est-ce qu'on veut plus d'État, moins d'État, que fait l'État ? La question de l'État va être centrale, et est-ce que l'État est l'incarnation de la souveraineté ou pas ? Et puis la question de l'Europe, qui va avec. La question de malaise identitaire aussi. Hein. Qui peut aussi aller avec. Ça, mais je pense que c'est fondamental. C'est des questions qui seront celles de la présidentielle, à mon avis. Mais à savoir si Marine Le Pen ne va pas être contestée en interne. Vous avez déjà Robert Ménard qui commence à dire que ce ne sera pas elle la présidente. Pas chez nous, donc. Oui, voilà. mais ça reste quand même. Il y a une union de la droite à faire pour une candidature Le Pen victorieuse. Il y a une union des Français, pas forcément de la droite. Vous allez... Si je peux me permettre, on note quand même que Louis Alliot, il est parti sans l'étiquette du Rassemblement national pour gagner Perpignan. Parce que c'est une étiquette du Rassemblement national à lui tout seul. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un en France qui ne sait pas que Louis Alliot est un Rassemblement national ? Visiblement, Voilà. son imprimeur. Oui, non, parce que Louis Alliot est identifié par tous les Français. En plus, c'est un membre historique du Rassemblement national. Il a une carrière au Rassemblement national de plusieurs dizaines d'années. Personne en France ignore... Non, mais vous pouvez m'expliquer ça, Jean Messia, mais vous ne pouvez pas nier que c'est un geste politique. Non, parce qu'en fait, on s'appelle Rassemblement national. Les mots ont un sens. Si on s'appelle Rassemblement national, c'est bien pour rassembler, fût-ce au détriment d'une étiquette en moins. Nous sommes dans une démarche de rassemblement. Donc, si on a changé le nom du parti, c'est pas pour faire. C'est pour éviter de le mettre. C'est pas pour faire de la décoration. C'est derrière ce titre, il y a un esprit. Et si effectivement il faut se passer de l'étiquette RN parce qu'on entend rassembler de manière plus large. Donc il faut se passer de l'étiquette RN pour rassembler. Pas forcément. Tous les autres maires ont été élus avec l'étiquette Rassemblement national. À Fréjus, il a été élu avec l'étiquette Rassemblement national. À Hénin-Beaumont, même chose, etc., etc. Donc non, ça dépend des situations. Mais pardon de vous embêter, mais j'insiste un peu là-dessus parce que c'est quand même pas anodin qu'on voit une forme de convergence en train de se créer entre Robert Ménard, qui est très critique à l'égard de Marine Le Pen, Louis Alliot, qui vient d'être élu lui-même sans l'étiquette du Rassemblement national à la tête de Perpignan. Moi, vous savez, je n'aime pas les gens qui crachent dans la soupe, d'accord ? Je pense qu'il y en a certains qui feraient mieux de se poser la question de savoir qui les a fait rois. Avant de s'exprimer. Louis Alliot crache dans la soupe ? Non, Robert Ménard. Robert Ménard a été élu maire avec le soutien du Rassemblement national. Il a été réélu, mais ceux qui lui ont mis le pied à l'étrier, c'est quand même Marine Le Pen et c'est quand même le Rassemblement national. Ce n'est pas très fair-play, pas très diplomatique ni protocolaire de procéder de la sorte, de manière publique, par rapport à des gens et à des responsables politiques à qui il doit sa carrière politique. Après, si vous voulez, 2022, ce qui va dans le sens de Marine Le Pen, c'est qu'elle est connue,
qu'elle n'a pas changé effectivement ses prises de parole ou sa politique, sauf peut-être sur l'Europe, où là, elle pourrait être attaquée, mais elle pourrait retomber sur ses pattes. Et le fait que, voilà, elle n'a jamais eu autre chose que maintenant une volonté de prendre le pouvoir en disant mais vous avez tout essayé, la gauche, la droite, Macron, qu'est-ce que vous aurez après? Et vous voyez les fronts républicains qui se fissurent, puisque de toute façon ça ne fonctionne plus. Puisque Macron, c'est un front républicain à lui tout seul, et ça s'effondre tout seul. Et les castors, ceux qu'on appelle les castors, qui ont fait le barrage à Marine Le Pen en 2017, n'iront pas voter cette fois-ci. Beaucoup n'iront pas voter. Je pense qu'ils ne feront pas le barrage. Et il n'y a pas de volonté de faire de barrage. Et puis il y a peut-être l'idée de dire vous aurez ce que vous méritez. Et puis après tout, voyons ce que ça vaut au pouvoir. Marine Le Pen, sera-t-elle capable de faire mieux que les autres? Moins bien. Faire mieux que les autres, c'est pas très compliqué, hein, franchement, par rapport au C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Par rapport au Capharnaüm dans lequel on arrive aujourd'hui en France, franchement... Certains électeurs vont faire ce pari-là, soit de ne pas y aller, soit de dire, voyons voir. Donc c'est extrêmement risqué aujourd'hui pour n'importe quel candidat anti-RN de dire, je vais jouer sur la carte Le Pen pour être sûr d'être élu. Alors ça, par contre, penser comme ça, c'est mal pensé surtout pour sur la façon dont 2022 va se passer. C'est comme ça qu'ils pensent, hélas. Eh bien, ça sera les mots de conclusion. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi pour cette dernière émission de l'année, de la saison. On se retrouvera donc en septembre. En attendant, évidemment, n'oubliez pas de partager, de commenter et de mettre le pouce en l'air en bas de cette vidéo. Merci à tous, bonnes vacances, même si je vous reverrai d'ici là sur le journal et à la rentrée de septembre pour le Samedi Politique.